que Macron, c'est... Non mais attendez... Je pense à Éric Zemmour. Je crois qu'il y a une fascination de l'extrême droite pour les dictateurs et pour la Russie et pour la force brute. Ah bon, et Emmanuel Macron, quand il serre dans ses bras le roi d'Arabie Saoudite, ou le président chinois, ou l'émir du Qatar... C'est plutôt de la réelle politique. C'est quoi? Ah, bien sûr. Alors c'est de la réelle politique quand il s'agit de Macron, et c'est du fanatisme d'extrême droite quand il s'agit d'Éric Zemmour. Il faut peut-être unifier votre grille d'analyse et avoir une cohérence dans votre approche, mon cher Jean-Marc. Messieurs, Non mais écoutez, cette demi-heure que j'ai passée sur le studio relevait d'une véritable torture, puisque vous avez invité manifestement un représentant de l'OTAN et le délégué de Biden, et là on vient d'avoir peut-être l'adjoint de Van der Leyen à la Commission européenne, et tout ça on était obligé de l'entendre sans pouvoir réagir. Donc vous imaginez dans quel état d'esprit je peux être. Maintenant vous pouvez réagir, pour vous dire que, évidemment, pour vous faire honneur, monsieur Messia. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce que j'ai entendu là relève évidemment d'une analyse parfaitement partielle et partiale de ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a eu aucune profondeur analytique pour savoir comment on en est arrivé là, quel rôle a joué l'extension de l'OTAN, les provocations depuis plusieurs années, le non-respect de la parole donnée aux Russes de ne pas étendre les bases militaires, etc., etc. Donc bon, c'était juste pour apporter un petit bémol à toutes ces analyses présentées comme des vérités depuis tout à l'heure. Quant à effectivement à la prise de parole et à la prise de position d'Éric Zemmour sur Poutine, Éric Zemmour n'a jamais été pro-Poutine. Il n'a jamais été pro-Poutine. Éric Zemmour a une analyse froide de la situation par rapport à Poutine et dans les relations géostratégiques. Le camp d'Éric Zemmour, ça n'a ni été celui d'Ukraine, ni été celui de Poutine. Il a même déclaré par le passé qu'il fallait un Poutine à la France. Bah oui. Il l'a dit, pardonnez-moi, ça fait partie de la réalité de l'histoire. Un Poutine à la France, exactement, mais vous savez, un Poutine français, ça s'appelle le général de Gaulle, hein, tout simplement. Attendez, Poutine, $1 milliard. Poutine. C'est une insulte au général de Gaulle. Poutine est un Russe, c'est le fruit d'une civilisation et d'une culture russe. Non, pas du tout. Je pense que quand Éric Zemmour dit ça, il dit simplement qu'il faut à la France un président qui protège les intérêts de son peuple, comme le fait Poutine. Je finis en disant, parce que vous avez... Non, mais attendez, vous avez parlé pendant une demi-heure, laissez-moi finir mon propos. Allez-y. Alors je m'en vais, mais je vais te laisser parler, Georges March. Je vais te laisser parler. Si vous voulez, la problématique d'Éric Zemmour, c'est d'être dans le camp de la France. Éric Zemmour, ce qui l'intéresse, c'est dans cette guerre, c'est quel impact ça a sur la France, ni plus ni moins. En revanche, le seul qui a tort dans cette affaire, et dont malheureusement personne ne parle, c'est Emmanuel Macron. J'ai pas entendu vos intervenants rappeler qu'Emmanuel Macron a été en Russie, qu'il est revenu avec la promesse que Poutine n'attaquerait pas l'Ukraine. Il nous avait promis qu'il y aurait un sommet entre Biden et Poutine où toutes les choses seront arrangées. Donc s'il y a quelqu'un qui fait face à un fiasco dans cette histoire, c'est le président Emmanuel Macron. D'abord parce qu'il s'est engagé sur des choses qu'il n'a pas tenues, et ensuite, excusez-moi, c'est lui le président de la République. Oui, mais or, il n'a pas pu éviter la guerre, alors qu'il nous avait dit qu'il l'éviterait. Donc, non mais d'accord, alors attendez, il y a effectivement ce qui se passe sur le terrain. Comme pour le Covid. D'ailleurs, il y a la manière dont c'est instrumentalisé par le pouvoir ici en place. On nous matraque 24 heures sur 24 sur la guerre d'Ukraine, 7 jours sur 7. On nous présente les risques d'une 3e guerre mondiale. On nous dit qu'Hitler est à nos portes. Vous croyez pas que tout ça relève d'une instrumentalisation de cette guerre qui a lieu à 3000 km de chez nous pour tenter d'empêcher que le débat de la campagne se déroule sereinement et sur les problématiques qui intéressent les Français, à savoir l'identité, le grand remplacement, le grand déclassement dont Macron ne veut surtout pas parler, ni ses relais médiatiques. Donc évidemment, il y a une tentative de déstabilisation de la scène politique française, comme il y a eu d'ailleurs une tentative de déstabilisation avec le Covid. Je termine en disant que désormais, le Covid a des chenilles russes. C'est une belle expression. Jean Messia. Vous savez, monsieur Cylnicki, les seuls racistes que j'ai entendus, le seul qui m'ont traité d'arabe de service et de tête de chameau, ce sont vos amis de gauche, d'accord? Ceux-là sont les vrais racistes. J'ai fait 4 années au Rassemblement National, j'ai rencontré des dizaines de milliers d'adhérents, de sympathisants et d'électeurs. Jamais personne ne m'a renvoyé à mes origines. Donc vos délires sur le prétendu racisme de ceux qui aiment leur pays, de ceux qui le défendent,
lutter plutôt contre la haine antinationale qui est au pouvoir, la haine de la France, parce que c'est la seule haine qui existe en France. Quant à traiter effectivement les partisans d'Éric Zemmour comme certains de vos amis de nazis, il faut aller vous soigner, parce que moi j'ai jamais encore vu de nazis qui rejoignaient un juif, surtout s'ils ont quitté un parti qui est très dirigé par des blonds aux yeux bleus juste avant, comme le prétend la présidente du Rassemblement national. Donc arrêtez avec ces délires psychotiques et regardez la réalité en face. Non, mais c'est-à-dire, ce qu'on entend là, c'est vrai que la candidature d'Éric Zemmour vous énerve, parce qu'effectivement, il est parti de 2% et qu'aujourd'hui, il oscille entre 12 et 15. Donc, effectivement, pour des queues de comètes gauchistes infatués et pétris de suffisance et de prétention que vous êtes, évidemment, la candidature d'Éric Zemmour est très gênante. Mais vous savez, vous allez disparaître dans l'histoire. Et l'avenir est au souverainisme. L'avenir est au souverainisme et à l'identité nationale. Elle n'est pas à l'immigrationnisme et au sans-frontiérisme. Vous êtes terminé avec ces idéologies. Tout est la même chose. Nous sommes tous des êtres humains. Jean Messia, il y a le bon réfugié, le mauvais réfugié? Non, mais il y a la bonne immigration et la mauvaise immigration, évidemment. Je veux dire, tous les pays du monde ont le droit de choisir qui arrive et s'installe chez eux et à qui ils donnent la nationalité française. Voilà, ça fait partie des comment dirais-je, des pouvoirs régaliens. Mais c'est pas le sujet, monsieur Messia, qui parle d'immigration et de naturalisation. Ce sont des membres des familles des combattants qui veulent rien de mieux que de rentrer chez eux. Attendez. Il s'agit d'un moment d'urgence et tous les pays du monde ouvrent leurs portes, y compris l'État juif, et la France peut faire la même chose sans rentrer dans des histoires terribles d'une inondation d'immigrés. Jean Messia. Ah bah écoutez, excusez-moi, mais jusqu'à présent, l'Afghanistan a donné un tsunami migratoire. La Syrie, n'en parlons pas, avec l'entrée en Europe et en Allemagne en particulier de plus de 2 millions de personnes. Excusez-moi, si, il y a une vraie problématique migratoire. Mais justement, il y a une différence entre les réfugiés ukrainiens, qui sont principalement des femmes, des enfants, des vieillards, et l'immigration arabo-afro-musulmane, où on nous dit que c'est des réfugiés, mais comme par hasard, ce ne sont que des hommes. Moi, j'ai jamais vu des gens qui étaient en guerre, qui abandonnaient sur le front leurs femmes et leurs enfants et leurs vieillards pour venir se carapater dans un pays étranger. Pourquoi les Ukrainiens, justement, cherchent à rester en Pologne et dans les pays limitrophes? Parce que ce sont principalement des familles qui veulent rester en contact avec leur père, leur frère, leur mari, qui est sur le front. Et donc ils nourrissent l'espoir qu'une fois que ça sera terminé, eh bien qu'ils puissent rentrer le plus rapidement possible. Les Ukrainiens sont de vrais réfugiés. Je ne crois pas que les bateaux qu'on voit arriver avec des hordes constituées de 99% de jeunes hommes dans la fleur de l'âge. Donc vous êtes d'accord d'accepter des hordes entre guillemets d'Ukrainiens? Ça vous convient? Tout va bien? Non, on est d'accord là-dessus? Mais précisément. Mais précisément, monsieur l'ambassadeur, ce ne sont pas des hordes, parce que si vous m'aviez écouté, vous m'auriez entendu dire qu'ils acceptent de rester dans les pays limitrophes de l'Ukraine.